Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce live pédagogique autour donc de la série Voyage au pays des maths dans le cadre du projet pédagogique Explorer les démonstrations mathématiques avec la série Voyage au pays des maths qui est proposée par Educarté. Donc on a avec nous aujourd'hui 4 classes. On a 2 classes de seconde du lycée René Goscinny, une classe de première spécialité mathématiques du lycée Jean Renoir et une classe de seconde du lycée Schweitzer. On a également aussi avec nous Nicolas Bergeron, qui est mathématicien et conseiller scientifique de la série Voyage au pays des maths, Denis Van Verrebeke, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est donc le réalisateur de la série, et Valériane Bouet, qui est la productrice de la série et qui travaille aussi sur des séries que vous connaissez peut-être en histoire, qui sont Quand l'histoire fait date et Faire l'histoire. Je développe pas trop plus sur vos parcours parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais je vais donc tout de suite commencer par lancer ma première question et ensuite je passerai la parole aux élèves dans les différentes classes pour que vous puissiez directement poser vos questions aux intervenants. N'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions qui vous viennent en tête, à la fois sur les mathématiques, sur le fond de la série, et puis aussi sur sa réalisation, sa production, les parcours des intervenants. Vous avez vraiment la parole. Donc moi, ma première question, c'est une question un peu d'ordre général, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les trois et comment est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble sur une série autour des mathématiques? Et je vais couper mon micro et ma caméra pour vous laisser répondre. Je vais commencer, Denis, par nous, et puis après tu poursuivras sur Nicolas, peut-être, avec Nicolas. Donc moi, je suis productrice au Film d'ici, qui est une société de production basée à Paris. Et il y a quelques années, j'avais contacté Denis pour un film qui s'appelle La drôle de guerre d'Alan Turing. Et donc, on avait travaillé ensemble sur ce film-là. Et puis, depuis, on a continué à travailler ensemble, effectivement, avec la série dont Juliette, tu parlais, Quand l'histoire fait date. Il y a 2 ans et 3 ans. Et puis, il y a, je pense maintenant, 1 an et demi ou 2 ans, Denis m'a proposé m'avait proposé une idée de série pour laquelle j'avais contacté Arte à Strasbourg. Et puis finalement, cette série-là n'a pas marché, mais ça fait longtemps que Denis avait envie de réaliser quelque chose autour des mathématiques. Et la discussion avec Arte avançant, on a pu effectivement mettre en place cette série Voyage au pays des maths. Alors, je te laisse maintenant la parole, Denis, pour raconter comment s'est passé, comment tu as rencontré Nicolas. Effectivement, donc on a commencé à travailler donc sur l'idée d'une série sur des questions mathématiques. Et donc moi j'ai cherché évidemment dans ces cas-là, quand on fait des films sur des sujets scientifiques, évidemment, moi en tant que réalisateur, je connais pas tout ça, je suis pas un mathématicien, donc j'ai essayé en fait finalement comme vous, j'imagine, d'apprendre, de comprendre les sujets dont on va causer, de les comprendre un peu, parce que je vais évidemment pas les comprendre de la même façon qu'un mathématicien les comprend, mais l'idée c'est d'essayer d'avancer vers ça pour le transmettre. Et donc effectivement, je suis allé voir, je sais plus exactement par où c'est passé. Henri Poincaré, je pense, peut-être. C'est Henri Poincaré, tout à fait. Et donc voilà, en rencontrant des gens qui vous renvoient à d'autres gens, je suis arrivé un jour dans le bureau de Nicolas Bergeron. Et voilà, je lui ai montré ce qu'on avait fait jusqu'à présent. On a discuté. Je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes, et j'étais content de la façon dont il envisageait les choses. Et voilà. Et donc on a travaillé ensemble sur la suite. Et donc voilà. Et puis on va peut-être donc continuer ensemble, même sur une nouvelle série, possiblement. Voilà, Nicolas, écoute, je ne sais pas. Alors, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que du coup, voilà, Denis a pris contact avec moi. Je lui ai dit, on peut se rencontrer. Et puis, tu avais déjà fait 5, enfin, tu avais déjà plus ou moins fait 5 des films. Et il en restait 5 à faire. Et donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est de te mettre en contact avec quelques mathématiciens qui me paraissaient reliés aux 5 sujets que tu avais déjà choisis. Et c'est ce qui s'est passé.
Moi, j'en ai gardé un et puis je t'ai adressé à 4 autres personnes et voilà. Oui, parce que l'enjeu, évidemment, c'est comme Denis le disait, quand il a abordé cette série, évidemment, il n'est pas mathématicien, donc il fallait qu'il travaille avec des mathématiciens, par contre, parce qu'un des enjeux de la série était vraiment sur le contenu, qu'on devait être voilà, irréprochable, et Denis avait besoin de conseils. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il a contacté Nicolas, c'est-à-dire d'être accompagné à l'écriture et sur le conseil scientifique. Pour pouvoir, dans son travail de vulgarisation et de pédagogie, être aussi précis et aussi scientifique possible. Et donc, chaque film, en fait, a un conseiller. Mais Nicolas, c'est vrai que vous avez un peu aussi un peu chapeauté, et puis ce qui sera aussi un peu le cas dans la saison 2, je crois. Oui, un peu, mais enfin, il n'est pas mathématicien, mais il apprend plein de maths. Et du coup, il y a plein de sujets où il connaît beaucoup de choses déjà. Voilà. Enfin, faut pas me donner des exercices, hein, parce que là, je pense que mon incompétence éclate au grand jour. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Peut-être qu'on peut passer tout de suite la parole à la classe de Madame Van den Driesche, si vous avez des questions à poser. Ok, nous voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une première question? On avait fait une liste, mais est-ce que quelqu'un veut ici poser une première question? Vous en avez posé des questions. Vous en rappelez plus? Non, elles sont là vos questions. Peu importe, c'était le gouvernement à le revenir. Quelqu'un se lance du coup? Voilà. Impeccable. Bravo. Vas-y. Allez, prends-en une et pose-la. Déjà, ils savent pas écrire. Bah, prends-en une où tu arrives à lire. Vas-y, lis. Alors, pourquoi avoir choisi ce genre de vidéo et cette matière? Merci. Allez, donne le papier du coup qu'on Ah. Alors, c'est moi qui réponds là à ça, peut-être. Tu lances. Je pense. Hein. Alors, la première réponse, c'est que j'ai pas du tout choisi ça, en fait. Moi, je suis allé voir les gens du web d'Arte pour leur proposer des petits films rigolos sur les choses scientifiques qu'on pouvait raconter par rapport au cinéma de science-fiction, du genre comment marche la physique du sabre laser, comment se passe la sélection naturelle et l'évolution des espèces sur la planète de Avatar, etc., etc. Ça m'avait l'air d'être quelque chose de simple et de rigolo, mais en fait, ça les intéressait pas trop. Et donc, leur réponse, c'était de dire qu'ils cherchaient que, par contre, ça les intéressait bien d'avoir éventuellement quelque chose sur les maths. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui, par contre, moi, m'intéresse depuis longtemps, sur lequel j'ai déjà essayé de faire des films sans succès, puisque la télévision est quand même pas, dans son ensemble, disons, très friand de disciplines comme ça, aussi abstraites que les mathématiques, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile à montrer en image, c'est difficile à montrer à la télévision. Et donc, moi, j'étais ravi qu'on me donne cette possibilité-là, et donc j'ai planché là-dessus. Voilà, j'ai travaillé, j'ai proposé un espèce de concept en travaillant avec donc un dessinateur, puisque c'est pas voilà, ce genre de choses, des films d'animation, c'est des choses qui sont, je sais pas si vous connaissez ce genre de processus, mais c'est des choses qui sont quand même assez laborieuses, qui prennent du temps et où il y a en général des grosses équipes qui travaillent. Là encore, par rapport à un film d'animation, c'est une toute petite équipe d'animation. Mais les films d'animation plus classiques, tels que ceux que vous voyez au cinéma, les films de fiction d'animation, c'est des équipes où avec des fois des centaines de personnes qui travaillent, c'est quelque chose qui prend du temps et un peu de moyens, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du tout. Et sur les formats, en fait, on est allé, c'est-à-dire que dans le parcours, effectivement, à partir du moment où Denis m'avait parlé de cette idée autour de la science-fiction, et dans le parcours d'aller voir, parce que Arte, il y a plusieurs interlocuteurs, il y a une antenne à Paris, il y a une antenne à Strasbourg, il faut arriver à trouver quelle unité va pouvoir recevoir un projet de ce type, et dans quel format, effectivement, de durée.
on va pouvoir proposer des choses. Donc, on a fait un peu le tour, on a un peu cherché. Puis, il y a une unité, il y a un endroit à Strasbourg, donc avec qui on a coproduit cette série, qui était intéressé par faire quelque chose autour de mathématiques, parce qu'il est vrai que il y a pas mal de choses sur YouTube. Enfin, il y a pas mal de vidéos comme ça faites par des mathématiciens ou des gens, mais il y a pas forcément en termes de programme proposé par une chaîne quelque chose d'équivalent qui tenait à la pédagogie et à la transmission pour un public de jeunes adultes comme vous ou d'adultes. Il y a probablement beaucoup plus de choses pour les enfants, par exemple, ou des programmes un peu pédagogiques. Donc, ils étaient intéressés par faire quelque chose sur les mathématiques dans ce créneau-là, destiné à ce public-là, enfin le vôtre et ceux des adultes en général. Et donc voilà, c'est parti de là. Et après, sur le format, la durée, je ne sais pas si c'est ça aussi que recouvrait la question, mais je pense qu'il y avait il y avait d'emblée l'idée de faire quelque chose de court. Et eux nous ont un petit peu aussi, on a eu l'espace pour aller jusqu'à cette durée-là, 9-10 minutes, qui était quelque chose qui était de l'ordre d'une discussion avec eux sur ce qu'ils pensaient aussi être, eux, des usages d'Internet. Puisque cette unité-là, en fait, les films sont natifs web, c'est-à-dire c'est pas des films qui sont diffusés à l'antenne, c'est-à-dire sur la télévision directement, mais qui sont d'emblée diffusés sur le web. Donc ils étaient conçus comme ça, d'emblée, dès le départ. Ça me semble clair, merci beaucoup. Peut-être que, alors Madame Chégis, je sais que vous n'avez pas de caméra, mais peut-être que vous pouvez poser une question quand même, soit avec le micro, soit dans le chat, si vous le souhaitez. Le lycée du coup de Mulhouse, ouais, parfait. Allez, Maïla. On n'a pas entendu. La question est pourquoi 0 joueur dans le jeu de la vie? Une question plus maths. Donc j'imagine que c'est à moi de répondre. Parce que le jeu de la vie, c'est un modèle, je veux, le plus simple possible de quelque chose qui permettrait de comprendre un peu comment émerge la complexité d'une construction très simple. Donc l'idée, c'est pas de mettre des gens qui jouent l'un contre l'autre, c'est vraiment que quelque chose émerge tout seul, sans joueur, et c'est pour ça qu'il y a 0 joueur. On met une donnée initiale, on met une règle, et puis on voit comment les choses progressivement se développent, en espérant capter un petit peu de la complexité qui émerge d'une construction très très simple. Donc c'est en ce sens que qu'on peut faire une modélisation avec 0 joueur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maths où on étudie des jeux à plusieurs joueurs. Hein. C'est une autre question, mais là c'est vraiment savoir comment la complexité émerge. Et d'ailleurs, le John von Neumann qui intervient dans le film du jeu de la vie est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur les jeux à plusieurs paramètres. C'est aussi quelqu'un qui a été impliqué dans la construction de la première bombe nucléaire. On dit qu'il aurait conseillé aux États-Unis de jeter la bombe nucléaire très rapidement sur les Russes pour aplanir le débat, et que heureusement les États-Unis n'ont pas suivi ce conseil. Donc des fois, il ne faut pas toujours écouter les conseils des... Enfin, je crois, mais il faut faire attention. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que la classe de Madame Lubenec, vous avez une question? Oui, donc les élèves qui demandaient combien de temps ça prenait pour faire les vidéos. Combien de temps ça vous avait pris pour faire les films? C'est long, c'est très long. Ça prend, en gros, la série des 10 films, donc c'est 10 fois 10 minutes, plus ou moins. Ça a pris, en gros, ça représente plus ou moins 1 an de travail. Un peu plus même, oui. Oui, 1 an de travail. Enfin, plus parce qu'en fait, ouais. Et sachant qu'il y a quand même, donc encore une fois, comme je disais, c'est par rapport à ce qui est traditionnel en animation, c'est une toute petite équipe, c'est vraiment très artisanal, mais c'est quand même donc un réalisateur, à chaque fois un conseiller scientifique, un dessinateur graphiste, Damien Pelletier, qui a fait tous les dessins de la série, et 2 animateurs qui s'appellent Jimmy Audouin et Viviane Arrojo-Boyer. Donc voilà, c'est quoi? C'est 4 personnes qui ont travaillé dessus. Voilà, tout le monde n'a pas travaillé vraiment 1 an à temps complet, mais enfin,
Mais enfin, ça fait, en gros, ça occupe bien 4 personnes pendant 1 an, plus les différentes autres qui sont intervenues pour le son, pour le mixage, pour l'enregistrement des voix, etc. C'est un artisanat dans ce cas-là, parce que on n'est vraiment pas à une échelle industrielle, mais c'est un artisanat qui quand même est un petit peu long. C'est comme fabriquer une belle, je sais pas, un bel objet de mécanique. Ça prend du temps de le polir. En gros, entre le moment où on a commencé à parler avec Arte et le moment où on a livré les 10 derniers films, il s'est écoulé 2 ans. Il y a eu les premiers mois consacrés à l'écriture. Il fallait trouver la forme que fallait prendre. Donc, Denis a travaillé à chercher un graphiste. Il a travaillé avec un graphiste. On est rentré en fabrication. Je pense, quand est-ce au printemps, enfin c'était en plein confinement, je crois d'ailleurs. Bon, l'avantage c'était qu'on a pu fabriquer en confinement parce que il n'y avait pas de tournage, tout se passait à l'intérieur, enfin chez les gens, soit chez le graphiste, soit chez les animateurs. Et en gros, effectivement, le graphiste travaillait 8 jours par film. Enfin, il était payé 8 jours par film, et les animateurs. Il y avait au total, ils étaient 2, et au total, il y avait 30 jours en fait par épisode d'animation, répartis entre 2. Voilà, donc en gros, la fabrication à proprement parler, a duré 1 an et demi. C'est ça à peu près. Et nous, on peut poser des questions au fait? Parce que moi j'ai des questions, je me demandais comment vous avez pu recevoir ces différents films, lesquels vous avez vus d'ailleurs, si je sais pas, ça m'intéresse moi d'avoir vos réactions. Ouais, n'hésitez pas, allez-y, Voilà, poser la question, je sais pas qui répond. Moi j'ai la réponse, mais c'est plus drôle si c'est vous qui le dites quand même. Peut-être la classe de Madame Van den Driesche, parce que je sais que c'est vous qui avez, à mon avis, le plus avancé en amont. Si vous voulez peut-être juste expliquer rapidement ce que vous avez fait, quel film vous avez vu, etc. Alors, déjà, ce que vous voyez au fond de la classe, ce sont les productions donc, des 2 classes. Voilà. Donc, on voit donc d'un côté, vous pouvez peut-être vous lever et montrer un petit peu ce qui a été fait grâce aux vidéos. Voilà. Donc, là, ici, on voit donc, maintenant qu'ils vous montrent ce qu'ils ont fait la classe des 204 sur l'inclusion des nombres, des ensembles de nombres. Donc, ils ont leur façon de voir les inclusions des ensembles de nombres. Et quant aux 206 qui sont avec Madame Lubenec, on fait de l'autre côté, donc on travaillait sur comment on dessine racine carrée de 3 et donc toutes les autres avec l'escargot de Pythagore. Donc je ne sais pas si tout à l'heure je pourrais vous avancer, vous zoomer un petit peu pour vous montrer. Comment ils ont reçu cette vidéo? Vous voulez... Quelqu'un veut essayer de prendre la parole? Bon, voilà, ils sont très, très bavards entre eux, mais finalement, quand il y a quelqu'un, d'un coup, il y a moins de monde. Je sais que beaucoup se sont demandé le choix du noir et blanc. Pourquoi le choix du noir et blanc? Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Alors ça, c'est moi, ça aussi, c'est le choix du noir et blanc pour le coup. Oui. Comme je disais, donc c'est ce genre de film. De toute façon, les films en général, c'est vraiment c'est toujours un travail d'équipe. C'est-à-dire, ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare que quelqu'un arrive à faire un film tout seul du début à la fin. Donc, sur le noir et blanc, ça a été aussi c'est pas que mon choix, c'est aussi avec le graphiste qu'on a discuté ça. Moi, j'avais l'impression. Je trouve que y avait finalement, on était un petit peu la base de laquelle on partait, c'était un petit peu les vidéos qui existent sur YouTube qui expliquent des choses mathématiques et qui sont plutôt très colorées. J'ai l'impression moi que souvent quand les mathématiciens font des choses directement, ils ont tendance à utiliser
à penser en termes de communication, c'est-à-dire de mettre les couleurs les plus différenciées possibles. Donc, s'il y a rouge, vert, bleu, on est sûr de ne pas les confondre. Comme ça, voilà, on a une espèce de panel. Voilà, et que donc il y a beaucoup de vidéos que j'ai vues moi sur les maths qui sont beaucoup avec fond blanc, avec des couleurs primaires qui sont avec comme ça, qui sont un peu brutes comme ça en termes visuels. Et l'idée c'était d'essayer de faire autre chose, quoi, simplement peut-être de se démarquer un petit peu de cette ambiance-là en trouvant une autre écriture. Et puis je sais pas, moi c'est vrai que ça aussi, ça m'évoquait sans doute aussi l'idée de tableau noir, de craie, de choses tracées comme ça, du dessin, puisque les maths, j'ai l'impression que sont quand même, et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que là, au XXIe siècle, dans un monde très numérique, les mathématiciens se servent beaucoup, enfin ceux que j'ai rencontrés en tout cas, ont l'air de beaucoup se servir de tableau noir. Et étrangement, c'est quelque chose qui reste une façon de griffonner des idées, visiblement, qui est encore pas mal pratiquée. Enfin, j'ai l'impression, non, Nicolas, je confirme, en tout cas dans les maths, fondamentales, enfin, ou en tout cas pas quand c'est un peu plus éloigné des applications, c'est un outil de travail, quoi. C'est clair qu'on travaille au tableau, et plutôt au tableau noir qu'au tableau blanc. Ah, je vois qu'il y a... Voilà, il y a un élève qui se motive à vous poser une question. On y va. Alors, peu importe, vas-y. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui vous plaît dans les mathématiques? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans les mathématiques? Ça paraît bizarre, mais en fait, la simplicité, parce que les hypothèses sont claires et on peut arriver à... On peut montrer qu'une grosse complexité peut surgir d'hypothèses assez simples, en fait. Et vous le voyez avec des énoncés, par exemple, comme le théorème de Fermat ou la conjecture de Goldbach. La conjecture de Goldbach qui dit que si vous prenez un nombre pair, il peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Bon, ça paraît pas... c'est un truc qu'on peut expliquer assez facilement à un élève et puis qu'on ne sait toujours pas démontrer. Donc, c'est des choses, c'est à la fois très simple à énoncer et en même temps très compliqué à étudier. Et ça, je trouve ça assez fascinant, quoi. Je ne sais pas si ça répond à... Et toi, Denis, si tu veux dire les principes qui t'ont guidé dans proposer cette série-là avec. Oui, moi, je dirais que ce que je trouve effectivement assez intéressant, assez fascinant dans les maths, c'est que, comme disait Nicolas, c'est très simple. Enfin, c'est très compliqué, évidemment, mais c'est aussi très simple au sens où c'est très fondamental, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des questions qui rejoignent vraiment des interrogations extrêmement premières, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas dans un détail de comment se comporte tel élément chimique en présence de tel autre élément chimique. On est vraiment sur des choses qui sont extrêmement fondamentales, comme qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire prouver, qu'est-ce que c'est l'infini, comment on peut comprendre l'infini, etc., etc. Donc ça fait... il y a cette phrase d'Einstein, je ne sais pas si elle est vraie, d'ailleurs aussi c'est apocryphe, mais où il aurait dit que... je ne sais plus comment il disait ça, il disait... ah oui, il disait ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense et tout le reste, c'est des détails. Voilà, l'idée, c'est ce qui l'intéressait, c'était vraiment comment était constitué l'univers sur un plan fondamental. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont fascinantes de se dire, de s'apercevoir que, par exemple, sur des questions aussi fondamentales, aussi basiques quelque part que qu'est-ce que c'est la vérité, quel est le rapport entre la vérité et la preuve, de dire que les mathématiques peuvent dire des choses sur ces questions-là. C'est d'ailleurs dans l'histoire des idées, c'est aussi un moment important, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très pour la civilisation où on vit, c'est quelque chose de très formateur, d'avoir réussi finalement à faire passer certaines questions du domaine des idées, de la philosophie au domaine de la science.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait après avoir vu la vidéo du jeu de la vie? Oui. Lily? 2. Alors, on a fait des exercices. Quel type d'exercice? Voilà. En fait, ils ont testé le jeu de la vie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'était facile, difficile? C'était trop difficile. Trop compliqué. Par contre, une fois que vous aviez compris, est-ce que ça allait? Oui. Et après, pour aujourd'hui, ils devaient construire, ils avaient la règle pour construire le triangle de Sierpinski. Et donc là, je dois voir un peu leur production. Voilà, c'est une classe d'art plastique. Alors, dans le prolongement, je souhaiterais leur demander, mais peut-être qu'ils peuvent y répondre, comment ça peut être réutilisé en art plastique? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un prolongement d'utiliser ce fameux jeu de la vie en art plastique, par exemple? Peut-être que M. Bergeron peut y répondre. Est-ce qu'il a déjà des idées? Du jeu de la vie en art plastique, là vous me prenez un peu de cours. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Il y a d'autres maths que j'arrive à imaginer comment les utiliser en art plastique. Le jeu de la vie, c'est un peu compliqué, tout dépend de ce qu'on lui donne au départ, en fait. Et je vois mal l'utilisation directe en art plastique. On peut faire plein de trucs avec. Donc là, vous avez commencé à l'utiliser ou je renvoie la question sur vous? Non, pas encore. Pas encore. Non, déjà, un jeu, c'est de voir ce qu'on peut. Les premiers jeux qui se sont posés, c'est qu'est-ce qu'on peut donner au jeu de la vie pour voir si on arrive à reproduire des formes et à les envoyer à l'infini, quel type de formes se reproduisent périodiquement, etc. C'est plus ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est... Il y a un côté jeu, je ne sais pas si c'est vraiment art plastique, mais pourquoi pas, quoi. Vous me prenez un peu de cours. Oui, mais c'est vrai qu'il y a, effectivement, je ne sais pas si c'est des arts plastiques, mais après, il y a vraiment, autour du jeu de la vie, il y a vraiment une espèce de dimension expérimentale avec plein de gens qui fabriquent des choses avec, notamment quand vous téléchargez, je ne sais pas si vous allez le faire peut-être dans le cadre de votre cours, justement, il y a un logiciel qui est un petit peu incontournable pour travailler là-dessus, qui s'appelle Goli. Et quand on télécharge le logiciel, il vient avec une quantité d'exemples en fait d'objets curieux et des fois assez gigantesques qui ont été fabriqués par des gens qui s'amusaient avec. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là pour le coup une dimension mathématique expérimentale qui n'est pas simplement qui est pas de démontrer des choses et d'essayer de faire des maths au sens premier, mais de construire des objets en utilisant justement cet environnement qui est mathématique, quoi. Et je vous encourage à regarder ça. Ouais, c'est assez marrant de voir ces objets du coup qui se développent comme ça qui deviennent des espèces de choses énormes qui envahissent tout l'écran, qui ont l'air vraiment effectivement d'être des choses vivantes. C'est rigolo de les voir, mais c'est rigolo de les manipuler aussi. Ils l'ont testé, oui. Vous avez testé le logiciel? Il y avait une question. Beaucoup. Une question Pardon. d'élève, du coup. Avant, juste, désolée Madame Ségis, est-ce qu'on peut juste réexpliquer, parce que donc la classe de Madame Paulet, ils ont vu la vidéo sur la loi de Benford, il me semble, et pas celle sur le jeu de la vie. Est-ce que vous pourriez rapidement juste réexpliquer ce que c'est que le jeu de la vie pour qu'ils comprennent un peu ce dont on vient de parler? Alors, je peux y aller. Le jeu de la vie, c'est quelque chose qui a été inventé par un mathématicien, plus comme d'ailleurs, comment dire, c'est pas dans son travail formel de tous les jours, il cherchait un petit modèle le plus simple possible qui explique comment la complexité peut surgir, et pour ça il a pris une grille comme on a l'habitude avec des petits carrés, et puis il a mis quelques règles. Si je pars avec une disposition de quelques carrés qui sont cochés, et puis il met une règle, si j'ai un carré qui a 3 voisins, les voisins étant à la fois dans les diagonales ou ayant un côté en commun, qui sont coloriés, ben hop, je vais moi-même me colorier, et inversement, si
si j'ai pas assez de voisins coloriés ou si j'en ai trop, je disparais. Et il a mis des règles qui font surgir de cette construction assez simple une complexité assez impressionnante. Donc au début, il ne savait pas trop quel était le niveau de complexité. Puis il y a plein de gens qui se sont accrochés au truc et qui ont fait grossir la complexité qu'on peut voir surgir de ce jeu. Et en fait, voilà, il faudra expliquer ce que ça veut dire, mais essentiellement, n'importe quel... tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, on peut le faire avec ce jeu, quoi. Donc c'est une façon de voir émerger une complexité un peu magique à partir de règles très très simples. Je ne sais pas si je le dis bien, peut-être Denis, tu as envie de dire d'autres choses Non, ça me paraît, ça. Moi, je ne ferais pas mieux. Pas mieux. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose, pour le coup, c'est vraiment un sujet qu'il faut, dit comme ça paraît très abstrait. Après, dès qu'on le met la main sur un programme qui fait ça, c'est très visuel et très clair, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est vraiment un objet mathématique manipulable, quoi, pour le coup, dont on n'a même pas besoin vraiment d'ailleurs de comprendre la théorie derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on prend et qu'on peut bricoler de la même façon. C'est pour ça que ça s'appelle un jeu, c'est parce que c'est effectivement quelque part quand même une espèce de jeu au sens d'un monde miniature manipulable sur lequel on peut expérimenter, quoi. Merci beaucoup. Ouais, Madame Van Hendrich, je vois que vous êtes revenue. Vous pouvez effectivement rallumer votre micro, votre caméra. Normalement, c'est bon, je vous ai réactivé. Et la classe de Madame Paulet, ils avaient aussi une question pour savoir si vous aviez d'autres projets à venir ensemble et ou séparément. Il y a la fameuse saison 2 et qui va démarrer, enfin qui est en train de démarrer. Et voilà, donc on va, donc avec la même équipe et puis d'autres conseillers aussi qui vont rejoindre la série. Mais donc Nicolas sera avec nous. Voilà, et puis oui, on a commencé à contacter des gens. Là, pour l'instant, on est au stade où on attend de voir si c'est sûr que ça part. Et puis après en pratique, on a quand même on a déjà contacté pas mal de gens. Et on a plutôt trop de sujets que pas assez. Donc ça devrait bien se comporter. Ce sera des sujets peut-être moins classiques, justement, puisqu'on a un peu... là, je dis on, mais c'est Denis et c'était avant que je sois là. Donc les sujets classiques ont été un peu traités. Et maintenant, on va peut-être parler de choses un petit peu moins classiques, mais peut-être plus en lien avec des applications modernes, quoi. Et puis sinon, après, je ne sais pas si Denis et Nicolas ont des projets ensemble. En tout cas, Denis et moi, on a aussi un autre projet ensemble, voilà, dont on ne sait pas ce qui va se faire, mais qui est en gestation, on va dire, qui est en écriture. Nous, on a encore une question, si c'est possible. Oui, alors attendez, vous pouvez y aller et après, Madame Chégis, on pourra tout à l'heure que j'ai coupé lâchement. Ah, pardon. Non, pas de souci, allez-y. Vas-y, Ryan. Vas-y. Quelle étude avez-vous effectuée pour en arriver là? Merci. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse en premier. Je peux commencer. Oui, allez-y, là, c'est tour général, je pense. C'est tour général. Moi, j'ai fait le bac C, c'est dire si je ne suis pas tout jeune. Et puis après j'ai fait des études de maths. Et j'ai été pris à ce qu'on appelle l'école normale supérieure de Lyon, en ce qui me concerne. Et où là, la préparation est assez classique pour devenir soit enseignant-chercheur, soit enseignant. Et c'est ça que j'ai fait, quoi. C'est l'école normale supérieure de Lyon. Après, il y a une thèse, et puis à l'issue de sa thèse, Denis pense que j'ai trop parlé. Je suis désolé, il y avait un moucheron là qui me dérangeait, là, qui était en train de tourner autour de vous. Mais
Mais il ne faut pas trop penser en termes études parce que c'est des études. Enfin, voilà, soit on prend le goût pour la chose et en fait, il y a un moment donné où c'est plus vraiment des études et on commence déjà à participer à la création de nouvelles maths. Soit on peut aussi avoir juste envie d'enseigner et de se dire que c'est plus ça qui nous motive. Enfin, voilà, mais c'est clair qu'il faut se tourner vers les maths relativement tôt, quoi. Enfin, il y a pas mal de choses à apprendre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, parce que je pense que les études de maths, par exemple, ont une dimension un peu plus fatigante, je pense, par rapport à celle que moi j'ai pu faire. Je ne sais pas. pour le dire d'une façon. Donc moi j'ai fait des études, ce qu'on appelle des études d'art, en fait, après où j'avais fait quand même un bac scientifique, hein, parce que tout le monde disait, voilà, il y avait une sorte de pression pour faire un bac scientifique. J'ai fait un bac scientifique, moi, mais ça m'intéressait pas complètement à fond. J'avais envie de faire d'autres choses. Et puis un peu par hasard, moi, parce que j'avais un copain qui était dans cette école qui s'appelle les Arts Déco. J'ai fait des études d'art. Donc les Arts Déco, c'est une sorte, c'est une école qui ressemble un peu aux Beaux-Arts, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, qui sont donc des écoles les Beaux-Arts, donc c'est plus un endroit où on fait de la peinture et de la sculpture. Les arts décoratifs, c'est plus un endroit où on fait des disciplines qu'on appelle appliquées plutôt, qui sont par exemple du graphisme, de l'illustration, de la vidéo, des choses comme ça. Et voilà, donc moi j'ai fait ça. Il y a un certain temps aussi, puisque moi aussi c'était bac C à l'époque où je l'ai passé. Hein. Et moi c'était bac B. Ça remonte aussi. Parce que là, j'étais pas du tout matheuse pour le coup, moi. Et après, j'ai fait, moi, l'Institut d'études politiques à Paris. Donc, j'ai fait pas mal de questions internationales et de droit public pour finalement me rendre compte que ce qui m'intéressait, c'était plutôt le cinéma. Et donc, j'ai mis du temps à me le dire. Et après, j'ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2. Je vous dis pas le nom à l'époque parce que voilà, ça n'existe plus, ça serait vraiment la préhistoire. Et ce Master 2 était dédié à la gestion des institutions culturelles. C'est-à-dire c'était vraiment tout ce qui concernait la gestion de la culture, mais non seulement l'audiovisuel, mais aussi le théâtre et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans la distribution des films en salle. Et puis on a distribué, enfin la société dont je m'occupais avait distribué des films documentaires de Nicolas Philibert. Je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste qui a fait notamment Être et avoir. Et ça m'a donné envie de m'intéresser aux documentaires. Et puis j'ai commencé à produire parce qu'il n'y a pas vraiment d'études évidemment qui mènent ni à produire, ni à réaliser. Enfin, si on peut faire la FEMIS éventuellement, mais on peut même faire des maths aussi pour devenir cinéaste. Il y a des cinéastes. Le cinéaste ukrainien Sergei Losnitsa est mathématicien et avant de faire des films, il était ingénieur. Oui, alors le contraire est plus compliqué, c'est plus difficile de devenir mathématicien en ayant fait des études de cinéma. Hein. Oui, mais regarde, même en ayant fait des études d'art, tu peux quand même faire des films sur les maths. Donc c'est ça qui est bien avec ce métier, c'est qu'on peut devenir, pas des spécialistes, mais en tout cas, on peut s'intéresser à plein de choses différentes. Et voilà, donc c'est ça qui m'intéressait en tout cas. Et bon, après, on apprend sur le tas, quoi, en fait, en travaillant, en faisant des stages, en travaillant. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être donc la classe de Madame Chégis, si vous voulez poser votre question. Oui, tu peux y aller. Je voulais vous demander pourquoi avoir choisi de présenter le jeu de la vie sous forme d'animation. Voilà. C'était dans la mesure où c'est en fait, il n'y a pas tellement, je vois pas difficilement d'autres façons de le faire. C'est-à-dire si c'est des films et qu'on veut parler du jeu de la vie, c'est effectivement a priori
Enfin, sinon, l'autre hypothèse, ce serait d'interviewer des gens à ce sujet-là, mais enfin, je trouve en tout cas ce qui est intéressant sur les sujets, sur ces sujets-là, c'est bien sûr d'essayer de visualiser des choses qui ne sont pas toujours simples à visualiser. Par exemple, essayer de représenter l'infini, c'est compliqué vu qu'on ne peut pas le faire directement. Et le jeu de la vie, à la limite, c'est justement un des sujets, je pense, qu'on a choisi plus particulièrement parce parce que justement, c'était quelque chose qui était très visuel, qui pouvait se représenter, sur lesquels il y avait déjà une base visuelle importante qui existait et qui permettait de montrer des choses. Alors que sur d'autres sujets, comme, je ne sais pas, quand on parle de l'hypothèse de Riemann, par exemple, qui est le dernier de cette première saison, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas, voilà, on parle donc des nombres premiers, il n'y a pas un support visuel, il n'y a pas visuellement quelque chose d'extrêmement clair au départ, quoi. Il faut se casser plus la tête. Merci. Est-ce que la classe de Madame Paulet, vous avez une question à poser ou est-ce que je redonne la parole à une des autres classes? Alors, je ne sais pas si vous nous parlez, je ne vous entends pas, mais je vois que ça s'agite et que ça nous... Attendez, j'ai une question qui arrive, mais je ne la vois pas d'ici. Une question sur est-ce que vous étiez rémunéré pour faire des films? Alors, Denis, le réalisateur, les gens qui ont fait l'animation, les gens qui ont fait le graphisme, le mixage étaient rémunérés. Les scientifiques, Nicolas a été très peu rémunéré sur cette saison 1. On l'a fait dans des conditions financières assez difficiles, c'est-à-dire on avait un budget trop petit par rapport à ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire on a quand même fait 100 minutes d'animation en fait, avec un budget assez, très en deçà de ce qu'on aurait dû avoir. Donc il est vrai que les scientifiques n'ont pas eu de rémunération très élevée. Donc on va changer ça pour la saison 2, j'espère. Et en tout cas, avec Nicolas, on en avait parlé parce que comme effectivement, il y a eu 2 étapes il est arrivé en cours de route. Et il y avait un conseiller scientifique au début et on avait prévu avec Nicolas, donc on a trouvé une forme d'accord aussi sur le fait que donc je mettais à disposition les films de Nicolas et de l'école pour organiser des séances. Enfin voilà, donc c'était comme une cession en fait des droits de diffusion. Donc on a passé cet accord-là mais bon, voilà, avec une rémunération un peu symbolique. Mais sinon, oui, les gens qui ont fabriqué la série ont été rémunérés puisque c'est censé être un peu notre travail. Donc on est censé un peu vivre de... Enfin, je dis on est censé parce que pour le coup, Denis a énormément travaillé et pour le coup, la rémunération a été vraiment pas du tout en rapport avec le temps qu'il y a passé. Mais on est censé vivre avec le travail qu'on fait. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour Denis, réaliser et moi, produire. Alors, c'est pas toujours facile d'en vivre. Voire même, ça peut être assez compliqué, mais on est encore là. Non, mais oui, voilà, après, c'est certain que il y a une espèce d'échelle inverse entre, comment dire, là, en faisant un sujet, en faisant le sujet sur les maths, là, pour le site web d'Arte, c'est certain que c'est pas un endroit où l'argent coule à flot. Si on fait une pub pour des yaourts, c'est clair que les choses sont très différentes en termes financiers. Et là, c'est comme ça qu'est le monde dans lequel on vit. Et donc, en même temps, moi, je préfère gagner moins de sous en faisant des films sur des sujets qui m'intéressent qu'en gagner plus en faisant des pubs pour des yaourts. Surtout si c'est des yaourts que j'aime pas, quoi. Encore, il faudrait que je trouve des yaourts que j'adore vraiment, où là, je serais content de faire de faire la pub.
Alors après, il y a différents pour le documentaire, hein, pas pour la fiction. Le cinéma de fiction, c'est encore de l'économie, mais pour les films documentaires qui passent à la télévision ou qui sortent en salle, c'est une économie qui subit des variations en fonction des films. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'était pour une unité, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le site web, directement natif web. Quand on sort d'une série qui s'appelle Quand l'histoire fait date, que Denis a coécrit et dont il a réalisé un certain nombre d'épisodes. Là, on était dans une économie qui était quand même beaucoup plus convenable et tout à fait d'ailleurs convenable. Enfin, chacun était rémunéré correctement. Donc ça dépend aussi en fait de là où on est et dans quel département, avec quelle chaîne on a conclu un accord, dans quelle unité et voilà. Donc c'est assez variable. Donc, mais on peut, c'est vrai que voilà, on peut faire du documentaire et être payé correctement, mais on s'enrichit pas. C'est ça que je voulais dire, on s'enrichit pas. Enfin, on s'enrichit pas financièrement, on s'enrichit de plein d'autres manières, mais en tout cas pas monétairement. C'est Madame Vandendrich du lycée René Goscinny. Je prends la parole parce que malheureusement pour nous, ça va bientôt sonner avec la récréation. Donc autant vous dire qu'ils vont être impatients. Pour ma part et pour mes élèves, je voulais vous remercier. J'espère que vous irez voir ce qu'ils ont produit parce que finalement, il y a une question qu'ils n'ont pas vous poser et pourtant qui est revenue. C'était de savoir d'où vous vient toute cette inspiration, comment on a choisi les dessins, comment on a choisi le thème, comment c'est sorti comme ça. Et au final, quand je leur ai demandé de produire quelque chose, il y en a, je trouve, beaucoup qui ont eu des super idées, notamment pour la représentation de l'inclusion des nombres, de l'ensemble des nombres. Et j'espère que vous irez voir leur production parce que y en a pour qui c'est pas encore complètement acquis, on sent que c'est compliqué. Et pour d'autres, au contraire, où finalement, il y a vraiment des trucs qui sont sortis et ils ont pris du plaisir, je pense, à travailler, même si à leur âge, ça reste très compliqué de travailler si c'est pas rémunéré, quoi. Super, mais où est-ce qu'on peut voir ça? Je vous ai mis le lien. Là, sur le lien, là, sur une sorte de Dropbox, là, j'ai vu des. D'accord. J'ai regardé rapidement, moi j'ai regardé tout à l'heure, effectivement. Ouais. Ok, super. Donc, ça a sonné chez nous, donc on vous remercie beaucoup. Et ils vont vous dire au revoir. Pareil pour la classe des 206. Bonne récré. Bonne récré à tout le monde, merci beaucoup. Est-ce que les autres classes, la classe de Madame Chégis, vous devez y aller aussi, c'est ça? Merci beaucoup et au revoir aussi de Bondy. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.